Ligne droite, vue de haut. Bonjour les auditeurs. Oh là là, j'ai parlé en même temps que... Bonjour Maud, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs et bonjour à notre invité du jour, Stanislas Berthon, donc le spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme et auteur de Être français, lettre à ma sœur, L'homme et la cité, volume 1, 2, 3 et volume 4. C'est pour cela que nous le retrouvons aujourd'hui. Et puis Stanislas Berthon, vous êtes aussi auteur de La France retrouvée, tout ceci aux éditions du Temps retrouvé. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, je vais montrer rapidement l'ouvrage à la caméra pour les auditeurs qui nous suivent en direct sur YouTube et sur X. Un bel ouvrage qui rassemble donc vos essais de ces dernières années, Stanislas Berthon. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer pourquoi vous avez choisi justement de les rassembler et de faire cette série de recueils ? Oui, absolument. Alors déjà, juste pour une précision, pour commencer pour les auditeurs, on peut tout à fait lire les essais dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, on peut commencer par le volume 4, le volume 2, le volume 3. On n'est pas obligé de les lire en commençant par le volume 1. Alors en fait, pourquoi j'ai voulu rassembler ces essais? En fait, c'est ce que je fais depuis 2020. C'est tout simplement en fait faire la somme à la fois de ce que je découvre en fait au fur et à mesure de mon travail sur le mondialisme et en même temps à chaque fois faire un point d'étape, c'est-à-dire de voir comment aujourd'hui, ce qui est véritablement une guerre qui oppose en fait le mondialisme à tous ceux qui résistent à son projet, et on va sûrement en parler dans cet entretien. Voilà, à chaque fois je fais un point d'étape, donc le volume 3 était sorti en 2022, là maintenant on est en 2024, donc il y a une mise à jour. Et pour terminer aussi, il y a quelque chose qui est une constante dans les essais, c'est les traductions. J'ai toujours à cœur de proposer des traductions d'auteurs qui sont souvent inconnus en France, et donc ce volume 4 ne fait pas exception, il y a des textes vraiment exceptionnels, notamment de l'essayiste américain Vox Day, qui est très très connu, qui est un membre vraiment majeur de l'alt-right américaine, voilà, qui m'a fait l'honneur de me laisser reprendre 2 de ses essais absolument passionnants. Bah, écoutez, merci pour ça et on va creuser tout ça maintenant. Vous parlez de cette guerre entre le mondialisme et tous ceux qui s'y opposent. C'est un terme très fort. Dans vos précédents essais, vous nous parliez de cette guerre qui était plutôt invisible. Désormais, il semblerait justement qu'elle soit visible. C'est ce que vous nous expliquez justement dans l'avant-propos. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette évolution et en quoi cette guerre est devenue réellement visible ? Oui, absolument. Alors déjà, une chose, c'est définir de quoi on parle quand on parle du mondialisme. Le mondialisme, c'est un projet, je dirais, religio-politique porté par une oligarchie transnationale et qui a pour objectifs fondamentaux la disparition des États-nations, la destruction des identités, des cultures et des religions traditionnelles, et ensuite un ensemble de choses comme la fin de la propriété privée, la promotion, la normalisation de toutes les déviances, type par exemple pédophilie, par exemple. Et donc tout ça par une infiltration, notamment de la classe politique et de tous les leviers du pouvoir. Donc si vous voulez, en fait, quand on a ces éléments-là, on voit comment cette guerre, en fait, qui se déroule sur un grand nombre de fronts différents, en fait, attaque l'Occident. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette guerre, elle devient de plus en plus visible. Je vais donner 2 exemples. Je parlais à l'instant, par exemple, de tout ce qui touche les déviances. On le voit, par exemple, avec l'offensive à l'école, sur ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité des enfants, qui se fait de plus en plus jeune. Récemment, il y a eu un scandale absolu avec le Goncourt des lycéens, vous en avez peut-être parlé sur Ligne droite, ça c'est un exemple. On a un autre exemple qui est la cérémonie des JO, la cérémonie d'ouverture des JO, qui a permis au monde entier de voir en fait quelle est l'idéologie et quel est le projet culturel et social qui est proposé par nos élites. Après, il y a d'autres éléments, il y a la paupérisation de la classe moyenne, la destruction de l'activité économique indépendante, vraiment la volonté de détruire les États-nations. Je donnais un exemple cette semaine dans mes publications sur X. Par exemple, quelque chose qui est très peu connu, c'est la destruction de la douane française. Par exemple, la douane française fait l'objet d'attaques. On en avait parlé en 2022 avec quelqu'un qui s'appelait Pascal Chahen. Là, récemment, j'ai vu que, par exemple, le Bourget, l'aéroport du Bourget, donc aéroport d'affaires, va supprimer son bureau des douanes et des marchandises. Donc, c'est plein de petits... En fait, on essaye de détruire nos pays. C'est la stratégie, vous savez, des petits coups de canif. C'est-à-dire que on va pas porter un grand coup, c'est par petits coups, que ce soit sur la famille, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la politique. On va détruire petit à petit tout ce qui faisait tenir les principaux piliers de notre civilisation. Et là, je crois que depuis 2020, et même avant, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est de plus en plus visible. Mmh.
C'est peut-être grâce justement à cette visibilité que l'on retrouve petit à petit que les gens qui alertent justement sur cette situation sont de moins en moins taxés de complotistes. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez dû faire face vous-même, Stanislas Berton, quand on parle de normalisation des déviances en parlant de la pédophilie, quand on parle de cette infiltration de la classe politique, de ce projet quasi religieux, du mondialisme justement, de détruire tout ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à des frontières, à des limites ou à une identité. Justement, on était taxé de complotistes. Est-ce que vous pensez que cette ère est en train de basculer? Est-ce qu'on assiste à un changement? Vous savez, la blague, c'est, de toute façon, un complotiste, c'est juste celui qui a un an d'avance, hein. Donc, écoutez les complotistes, vous saurez ce qui va se passer dans le futur. Et surtout, non, au-delà de la plaisanterie, il faut savoir et le rappeler que l'invention même du terme complotiste, c'est une invention de la CIA. On a retrouvé, j'en avais parlé il y a quelques années, je crois, sur votre antenne, on a retrouvé un mémo de la CIA qui date, si je dis pas de bêtises, de 63 ou de 64, où c'est suite à l'assassinat de Kennedy, la CIA dit à ses agents, traiter de complotistes tous ceux qui me remettent en cause la version officielle de l'assassinat du président Kennedy, parce que comme ça les décrédibilise et on passe à autre chose. Et ça, c'est juste une évolution, vous savez, de la stratégie de Staline, qui disait traiter votre opposant de fasciste, pendant qu'il se défend en disant qu'il n'est pas fasciste, il ne parle pas du fond. Donc c'est toujours la même chose, ça se prend juste des nouvelles formes selon les époques. Mais pour répondre à votre question de fond, oui, on voit qu'aujourd'hui, il y a une évolution et il y a des sujets qu'on peut aborder. Vous parliez à l'instant, par exemple, votre invité précédent parlait de George Soros. Il y a encore quelques années, personne ne connaissait George Soros ou n'en parlait. Aujourd'hui, de plus en plus de gens qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à la politique de fond, à la métapolitique, savent qui est George Soros. Et j'espère à travers mon travail, contribuer à ce qu'on monte encore d'un cran au-dessus, comprendre ce que c'est que le mondialisme et les réseaux de pouvoir parallèles, en fait, qui sont les vrais donneurs d'ordre dans nos sociétés prétendument démocratiques. Quand on parle justement de George Soros, c'est l'un des grands maîtres justement de l'ingénierie sociale et c'est l'un des aspects que vous venez de pointer, notamment en pointant du doigt cette désignation de l'ennemi à travers des termes que l'on fabrique, des espèces de peurs, d'angoisses qui vont être montées de toutes pièces pour justement essayer de fracturer les populations. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme notre invité justement d'hier, merci de le mentionner, chers auditeurs, on vous invite à retrouver cet entretien, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme lui, l'ingénierie sociale commence à atteindre ses limites? Oui, enfin, elle commence, en fait, c'est la caractéristique d'une guerre hybride. C'est ce que j'explique toujours. Aujourd'hui, on est dans des guerres hybrides. Et en fait, la caractéristique d'une guerre hybride, c'est que pour qu'elle marche bien, il ne faut pas que les gens aient conscience que la guerre psychologique et cognitive leur est menée. Donc, quand vous commencez à expliquer aux gens que leur cerveau est l'objet d'attaque, ce que j'appelle la guerre cognitive, bah déjà, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc, c'est pour ça que ce travail sur l'ingénierie sociale, expliquer aux gens ce que c'est que l'ingénierie sociale, c'est très important, parce que ça permet aux gens d'avoir un recul par rapport à ce qui leur arrive. Et en fait, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Alors, toujours, bien sûr, à relativiser, c'est que les gens qui écoutent Ligne Droite, ou même qui suivent mes travaux, sont des gens, a priori, assez éveillés sur certains sujets. Il faut jamais oublier ce que je répète souvent, c'est qu'on est une minorité, et que tout notre travail, et c'est ce que vous faites avec Ligne Droite, c'est d'élargir le plus possible cette base pour avoir une masse critique de gens et après pouvoir porter ces sujets-là plus sur le champ politique. Écoutez, vous le faites aussi, donc merci Stanislas Berton pour ce travail. Dans votre avant-propos, vous dénoncez aussi ce mondialisme totalitaire. C'est un adjectif qui revient souvent d'ailleurs dans votre livre, ce mot de totalitaire, c'est un mot qui est très fort. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous affirmez qu'on est face à ce mondialisme totalitaire, Stanislas Berton? Parce que le totalitarisme est un fait total. Et en fait, le mondialisme vise un contrôle absolu sur les corps comme sur les esprits. Et je crois que la meilleure expression de ça, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, où on était contraint à la fois de rester chez soi, d'être confiné. Il y avait ce discours sur la santé, le vaccin, etc. On a même vu l'État dire aux médecins ce qu'ils avaient le droit de prescrire. Et là, bizarrement, le corporatisme n'a pas joué, ils ne se sont pas révoltés. Et puis, la caractéristique des systèmes totalitaires, c'est toujours de s'en prendre aux enfants. Et donc ça nous renvoie à ce qui se passe à l'école. Il faut contrôler le cerveau des enfants, donc que ce soit avec la propagande climatique, la propagande LGBT, et aujourd'hui avec le transgenre. Et là, on voit maintenant l'éducation, soi-disant, à la sexualité dès le primaire. Donc vous voyez, on est en fait vraiment dans ce système totalitaire et qu'il y a une perversion
énorme par rapport au totalitarisme précédent, c'est qu'il nie sa dimension totalitaire. Il prétend toujours que c'est au nom de l'égalité, de la démocratie, de l'état de droit. Et en fait, c'est une inversion totale des valeurs. Et ça, c'est une dimension qui est présente dans mon travail. C'est vraiment la marque du diable. C'est-à-dire que le diable est le singe de Dieu. Il prend toujours ce qui est bon et vrai et il le tord et il l'inverse. Et ça, c'est aussi important de le souligner parce qu'il y a une dimension spirituelle et même eschatologique dans ce qu'on est en train de vivre. Alors c'est vrai que nos précédents invités nous expliquaient que de temps en temps, désormais, quand on entend les mots citoyenneté, république, ces grands mots, ces grandes valeurs, ces grands poncifs, désormais, il y a presque une méfiance automatique de la part des citoyens. Et justement, est-ce qu'on n'assiste pas à ce basculement? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Vous parlez notamment de cette crise du Covid-19, Stanislas Berton. Oui, je pense que ça a eu un effet de réveil des personnes, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans les premiers chapitres du livre, c'est que je pense que c'est une stratégie qui se retourne contre le mondialisme, c'est-à-dire, vous savez, c'est le judo. C'est vous utilisez la force de l'adversaire contre lui. Et je pense qu'il y a, je l'explique dans le livre pour les auditeurs qui voudraient creuser ce sujet, il y a une vraie guerre. Autant le mondialisme mène une guerre au peuple, autant il y a une guerre de l'ombre qui est menée par une forme de résistance au mondialisme. Et comme les moyens sont asymétriques, il y a une telle disproportion, une des stratégies, c'est de pousser le mondialisme à dévoiler ses batteries, à aller trop loin. Et en fait, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que ça réveille les gens et ça retourne le projet mondialiste contre lui-même. Et je pense que c'est à quoi on a assisté avec le Covid, avec la cérémonie d'ouverture des JO, avec le fait que ça va beaucoup trop loin aujourd'hui sur le transgenre, LGBT, etc. Donc je pousse, vous savez, il y a cette citation de Napoléon qui dit « N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur ». Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le mondialisme fait beaucoup d'erreurs en allant trop vite, trop loin, trop fort. Est-ce que vous pensez que justement, même si ça provoque un certain réveil au sein de la population française et même ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que le jour où aura lieu justement ce grand réveil, il sera trop tard parce que justement, on aura franchi tellement de caps pour pouvoir réveiller ce peuple qui pour l'instant semble assez endormi, que finalement, il n'y aura plus de retour en arrière possible? Écoutez, moi je crois à la vertu chrétienne de l'espérance. Je crois aussi en tant que chrétien que de toute façon le diable ne peut pas gagner. Donc et je vois surtout sur le terrain, je fais beaucoup de conférences et je voyage beaucoup un peu en France et je vois qu'il y a quand même une base solide qui reste présente. Et je vois aussi que même des gens qui ne sont pas politisés, qui sont pas au fait de tous ces sujets, sentent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, ce qui fait défaut, c'est comment on donne à ces personnes les outils pour comprendre ce qui se passe, et surtout comment on les emmène vers autre chose, comment on les fait sortir de cette matrice, en fait, pour les ramener à des choses saines, traditionnelles, voilà, les choses qui ont structuré notre civilisation pendant des siècles. Et il y a une vraie demande de ça. On le voit au niveau notamment spirituel, avec la hausse des baptêmes d'adultes, le succès de choses comme le pèlerinage de Chartres. Les gens ont une vraie soif. Et d'ailleurs, l'aspect spirituel est important parce que dans mes conférences, c'est souvent ça qui interpelle le plus les gens et qui suscite le plus d'appels et de demandes. Donc je pense qu'il y a une vraie soif, notamment spirituelle. Merci pour la transition, parce que je voulais y venir justement. Vous pointez du doigt ce manque de la spiritualité dans votre ouvrage. C'est même probablement l'une des causes pour lesquelles l'Occident est en train de sombrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas aussi face à une nouvelle forme de spiritualité très dangereuse, puisque justement, certains pourraient être tentés de s'y raccrocher pour combler ce vide qu'a laissé l'abandon quasi total du christianisme justement dans nos sociétés. Une nouvelle forme de spiritualité qui peut prendre différentes thématiques très à cœur. On voit une certaine forme de dévotion pour le mondialisme. Déjà, on en parlait hier avec le cas de George Soros, qui devient une espèce de pape de sa philosophie de la société ouverte. On a les projets de développement de l'intelligence artificielle, les projets transhumanistes qui provoquent énormément de fantasmes et justement qui peuvent s'apparenter à une quête quasi spirituelle. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement ce soit cette nouvelle forme de spiritualité, d'ailleurs très technique, qui vienne remplacer celle qui commence à disparaître? Oui, absolument. Et vous avez tout à fait raison de poser les choses sur ce champ, sur ce plan-là, parce que le mondialisme est un projet religieux.
qui se cache sous une apparence athée et on va dire, mais en fait c'est un projet religieux, c'est un projet qui vise à couper l'homme de Dieu déjà, à supprimer toute forme de transcendance, à nous plonger dans le matérialisme et avec ce projet en même temps de l'homme-dieu. Vous savez, c'est Harari, Homo Deus, donc vous parliez de l'intelligence artificielle, vous parlez du transhumanisme, tout ça c'est l'idée de l'homme qui va devenir l'égal de Dieu. Et ça, vous avez absolument raison. Vous savez, il y a une phrase magnifique de Chesterton qui dit: si les gens ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en rien, ils croient en n'importe quoi. Et ça, et la plupart de nos contemporains, que ce soit le wokisme, que ce soit le transhumanisme, que ce soit même, vous avez raison, le mondialisme, en fait, ils n'ont pas conscience que ce sont des projets religieux, mais en fait, dont la religiosité est dissimulée. Et souvent, les gens, en fait, ont transposé leur foi religieuse sur d'autres sujets. Par exemple, l'exemple type, c'est tout ce qui touche autour du climat. En fait, les gens ils vont faire pénitence, c'est-à-dire ils vont plus aller se confesser, ils vont plus aller faire le jeûne, se priver, faire le carême, mais ils vont réduire leur bilan carbone, ils vont marcher à vélo, ils vont installer des toilettes sèches. En fait, c'est une nouvelle forme de dévotion. Et j'alerte aussi je dirais sur un élément dans mon livre, c'est attention à tous ces nouveaux cultes, New Age, etc., parce qu'on est dans quelque chose en fait qui est présenté aujourd'hui, qui est poussé par le mondialisme. Ça, je l'explique, tout ce qui touche aux sagesses orientales, etc. Et en fait, on est sur une théologie qui est très différente de la théologie chrétienne, et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et surtout, le point important, c'est je dirais, la confusion entre l'homme et Dieu et la nature, c'est-à-dire que le christianisme sépare le monde, le créateur du monde créé. C'est toutes ces sagesses, toutes ces spiritualités alternatives disent Dieu est partout, Dieu est en nous, Dieu est en moi, et en fait ça s'appelle, c'est un mot technique qui s'appelle le monisme métaphysique, et ça c'est très dangereux parce que c'est la confusion de Dieu et de la nature, et ça amène en fait, ça amène à l'idée de cette espèce d'égalité, d'indifférenciation où tout se mélange dans tout. Et en fait, c'est quand on pousse jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, j'alerte dans le livre, c'est attention à toutes ces formes-là, à la fois aux religieux mondialistes et aussi aux nouvelles formes alternatives de religion. Et en fait, il y a juste une phrase qui résume tout. C'est en fait, c'est la phrase de Nicolas Gomez d'Amdivila qui disait: aujourd'hui, les gens sont prêts à croire en tout tant que ce n'est pas à croire en Jésus-Christ. Effectivement. Et ma question, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous pensez que retrouver cette spiritualité à travers le christianisme, et donc en France, probablement plus particulièrement le catholicisme, ce serait la solution en grande partie à tous nos maux, sachant que justement, c'est cette même religion qui n'a pas suffi à freiner cet essor d'un mondialisme complètement fou? Oui, alors c'est une critique légitime. Sur le plan spirituel, il y a absolument aucun doute, et ça je le détaille dans le livre, parce que le christianisme et le catholicisme sont vraiment les antidotes théologiques à ce qu'on est en train de vivre. Après, sur la faiblesse du christianisme, il ne faut pas oublier que l'Église fait l'objet d'attaques et de tentatives, notamment d'infiltration de la part du mondialisme, depuis très longtemps, depuis au moins le XVIIIe siècle. Il faut lire quelqu'un comme Monseigneur Delassus, La conjuration antichrétienne. Alors c'est un livre extraordinaire, mais qui a un vrai pavé. Mais tout est dit. On a les lettres de grands francs-maçons, de grands maîtres de la franc-maçonnerie, de la secte des Illuminés, qui expliquent comment ils vont infiltrer et détruire l'Église. Donc il faut voir que l'Église est sous le feu des attaques depuis plusieurs siècles, et qu'elle a quand même résisté. Je pense qu'elle a mieux tenu que bien des institutions qui ont été infiltrées très rapidement. Donc il faut jamais oublier cette dimension-là. Et comme je le disais récemment, si on attaque les églises, si on attaque la religion catholique, autant, pourquoi? Est-ce que c'est pas là justement qui se trouve le principe de résistance? Si les églises brûlent, c'est peut-être parce que justement on ne veut plus qu'il y ait d'églises, on ne veut plus que les gens y aillent. Pourquoi? Que nos auditeurs s'interrogent sur cet acharnement vraiment invraisemblable qui attaque le christianisme en général et le catholicisme en particulier. Stanislas Berton, votre ouvrage est particulièrement intéressant puisqu'il ne se contente pas d'analyser et de critiquer, il propose aussi des solutions justement pour sortir de ce totalitarisme mondialiste. Alors on a compris l'importance justement de retrouver cette spiritualité ancrée dans la société, pas seulement à échelle individuelle. Quelles seraient les autres solutions? Est-ce que par exemple vous croyez, on peut commencer par là, à un basculement par la démocratie? Beaucoup aujourd'hui en doutent, beaucoup ont perdu espoir et pensent que le changement n'arrivera plus par les urnes. Il y a une question qu'il faut toujours mettre sur le tapis, c'est celui de la fraude électorale. J'ai écrit tout un essai là-dessus dans le volume 2 de mes essais, à partir notamment de l'expérience en 2020
avec ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai vu encore pas plus tard que hier, il y a eu l'exemple de la Moldavie où en fait c'était le non qui s'apprêtait à gagner et puis au dernier moment, oh surprise, il y a des votes qui sont sortis du chapeau et on est basculé dans le oui. Donc il y a cette question vraiment de l'intégrité, de la sincérité des scrutins qui va se poser d'ailleurs très prochainement aux États-Unis avec la prochaine élection américaine. Donc ça c'est le premier sujet. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Ensuite, pour répondre, moi je pense que la question aujourd'hui, c'est pas juste une question de régime politique, c'est une question de rénovation spirituelle, morale de notre société. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que le politique est en bas de l'échelle, au-dessus il y a le spirituel et il y a le culturel ou le métapolitique. Et ce changement-là, il commence par nous-mêmes, il commence à ce qui se passe dans nos familles. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Il faut ravoir des foyers, des vrais foyers solides, traditionnels, notamment des foyers chrétiens. Moi, il y a une phrase que je cite souvent dans mon travail, qui est celle magnifique de Sylvain Durin, qui dit la formule de la civilisation, c'est un père pour la famille, un père pour la nation et un père au ciel. Et il faut retrouver justement, alors c'est un gros mot aujourd'hui, mais une forme de patriarcat, parce que le patriarcat, c'est la verticalité, et le génie de notre civilisation chrétienne, c'est d'avoir cette barre verticale de la croix qui est la figure paternelle et la barre horizontale qui est celle de la mère. Et donc il faut les deux. Et aujourd'hui, on est dans un processus d'indifférenciation où en fait, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Et en fait, au lieu de... les individus sont en concurrence les uns avec les autres en permanence. Et au contraire, ce qu'il faut refaire, c'est de la différenciation, c'est de la hiérarchie et osons encore un gros mot, une forme de discrimination, dans le sens où discriminer, c'est faire des choix. Et discriminer, ça veut dire qu'il y a des choses que certains peuvent faire et que certains ne peuvent pas faire. Et par exemple, un homme ne peut pas tomber enceinte, n'en déplaise au planning familial et à George Soros. Et donc, de la même manière, il faut accepter que les femmes, parfois, ne peuvent pas faire certaines choses et que certaines choses sont le domaine des hommes. Alors, est-ce que vous pensez justement que pour retrouver ce sens de la spiritualité, mais aussi ce sens presque moral, cette philosophie qui devrait guider justement nos sociétés, il faut puiser dans le passé ou est-ce qu'il va falloir à terme réinventer quelque chose, peut-être s'inspirer de ce qui a été fait, mais réinventer néanmoins une nouvelle direction pour l'Europe? Je parle de l'Europe puisque justement on recevait plus récemment, son nom m'échappe, David Engels, qui nous expliquait que justement finalement notre civilisation suivait un certain cycle, qu'elle arrivait en bout de course, que c'était un processus naturel et que plutôt que de lutter contre cet élan naturel, il fallait commencer plutôt à penser la suite. Qu'est-ce que vous en pensez, Stanislas Berton? Oui, alors ça, c'est évident qu'on est au bout d'un cycle. Alors moi, j'ai deux désaccords avec cette vision-là. Le premier, c'est que moi, je crois, donc en tant que chrétien, qu'il y a des vérités éternelles, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles on peut toujours revenir, et c'est la parole du Christ et la parole de Dieu. Et ensuite, la deuxième chose, moi, je suis attaché à l'idée de nation, alors pas au sens républicain, mais je crois que la France a une mission particulière. Elle a une mission notamment en Europe. Il y a une civilisation, j'ai écrit dans le volume 3 des essais, un essai sur la civilisation française, et cette civilisation française, elle est indissociable du catholicisme. C'est clair que ce que j'explique notamment dans mes derniers livres, c'est que face à des blocs civilisationnels comme la Chine, la Russie, l'Amérique, la Russie orthodoxe, l'Amérique protestante, la vraie porte de sortie pour la France, c'est de devenir une grande puissance catholique, une grande puissance latine catholique. Et ça, c'est un projet, mais ça demanderait déjà qu'il y ait cette vision de défendre de la France, la civilisation française, et que nos élites voient le projet civilisationnel qu'il y a derrière le catholicisme. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on en est loin. Et c'est pour cela que je fais le travail que je fais, parce que même je pense que des gens qui sont athées ou même soyons fous francs-maçons peuvent comprendre d'un point de vue politique l'intérêt qu'il y a de s'appuyer sur le catholicisme, comme par exemple le pouvoir russe le fait avec l'orthodoxie. Alors qu'on sait par exemple que la Russie, il y a peut-être moins de pratiquants orthodoxes en Russie que de pratiquants catholiques en France. Mais le pouvoir russe a eu cette intelligence de dire l'orthodoxie est un levier. Et par exemple, dans le cadre du conflit avec l'Ukraine, avec l'OTAN, les Russes se présentent même comme le catéchone. Le catéchone, c'est celui qui retient l'antéchrist, qui empêche l'antéchrist d'advenir. Donc même les élites russes ont cette vision spirituelle, eschatologique du combat politique qui, je trouve, fait malheureusement tout à fait défaut à nos élites en France. Aujourd'hui, en Europe, donc je parle de l'Europe en tant que continent et pas en tant qu'institution, on a justement différents courants du christianisme
Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'une union de ces peuples européens pour faire face au mondialisme est essentielle ou non? Est-ce qu'au contraire, elle est dangereuse? Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de l'Union européenne? Est-ce qu'il faudrait s'appuyer justement sur cette force, cette union, pour pouvoir réaffirmer une certaine force politique et même une certaine force morale justement dans le monde? Ça, dans le contexte de la guerre en cours contre le mondialisme, qui est un ennemi, je pense, c'est le plus redoutable ennemi de l'humanité, il est évident qu'il faut être absolument pragmatique et s'allier à toutes les forces et à toutes les bonnes volontés. Donc il faut avoir une vision tactique, hein. On peut s'allier à vraiment tous ceux qui défendent, je dirais, la loi naturelle, c'est-à-dire vraiment les valeurs voilà, qui sont communes à tous les hommes, notamment la défense de la vie, la défense de la tradition, la défense de la différence entre les hommes et les femmes, etc. Vraiment la loi naturelle et la morale naturelle. Après, ça, je resterai moi sur cette ligne-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance de la France. Et je pense que ça, la France a un rôle à jouer en Europe. L'Europe, c'est vraiment en fait, il y a deux visions. Il y a la vision, on va dire, de la monarchie française, la France nation fondée par le baptême de Clovis, et il y a le Saint-Empire romain germanique, qui est une espèce d'agglomération assez libre de différentes puissances. Et ce sont les deux modèles qui s'opposent en Europe. Donc, pour simplifier, la France et l'Allemagne. Moi, je suis toujours du côté de la France parce que je pense que la France a reçu une mission. Il y a une dimension vraiment, la religiosité est forte. C'est le testament de Saint-Rémy. La France a pour mission de défendre la foi catholique, et on voit d'ailleurs que tant qu'elle était fidèle à cette mission, en gros jusqu'à Louis XV, ça donnait de bons fruits. C'est à partir du moment où les Français ont commencé à se détourner de Dieu, et y compris nos dirigeants par leurs mœurs, qu'on voit le déclin de la France. La France perd l'Amérique et après elle perd l'Europe, et aujourd'hui voilà, le déclin se poursuit. Donc moi je pense que ce renouveau va vraiment s'appuyer sur la défense des intérêts français, et je déplore que les Français soient parmi les seuls peuples à ne pas se défendre. Vous savez, il y a une blague dans les institutions internationales, c'est qu'il faut toujours nommer un Français à des postes à l'ONU, au FMI et tout ça, parce que c'est le seul qui défend pas les intérêts de son pays. Donc nous, on a toujours une vision globale, mais les autres peuples se battent farouchement pour leurs Ouais. intérêts. Et en fait, c'est ce que nous, on ne fait pas. Et alors, je dis toujours pour plaisanter que les Français sont tellement forts qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, et même en jouant contre leur camp. Mais il faudrait vraiment avoir conscience de ça et vraiment se battre pour les intérêts de la France, au sein, bien sûr, d'une civilisation qui peut être plus large, la civilisation, la chrétienté au sens large, mais ne jamais perdre de vue cette boussole qui doit être l'intérêt supérieur de la France. Mm. Dans votre ouvrage, il est très complet et donc vous balayez énormément de sujets. Ça va du wokisme à l'immigration, à la féminisation de la société. Il y a les problèmes économiques qu'on traverse, ce manque de spiritualité. Bref, le champ d'action est énorme. Alors c'est bien parce que ça offre beaucoup de choses à faire. Néanmoins, justement, quand vous nous parlez de ces façons de s'en sortir, c'est à court, moyen, long terme. Stanislas Berthon, est-ce que vous pensez que nous verrons justement ce basculement et ce retour à une société saine? Oui, alors je pense qu'il y a trois temporalités. Il y a en effet court, moyen et long terme. Je pense qu'à court, à moyen terme, on va vers des difficultés absolument colossales, notamment du point de vue économique, hein, avec la fin notamment de l'argent magique et cette crise de la dette qu'on voit. Je pense que ça va être très dur. On va avoir un retour au réel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit aujourd'hui sur une richesse qui est en grande partie fictive, parce qu'elle repose sur des flux financiers et plus sur des productions réelles. On a un effondrement aussi du niveau éducatif et des capacités cognitives, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes dans les 10-20 ans, ne serait-ce que pour continuer à faire tourner la machine, parce qu'on n'a plus les compétences pour le faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Par contre, à moyen terme, c'est ce que j'explique dans mes deux derniers livres, je pense qu'il y a vraiment une guerre contre le mondialisme, que le projet mondialiste est mis en échec. Là, on va avoir le forum des BRICS qui s'ouvre. Il y a une nouvelle multipolarité qui commence à apparaître, alors qui est porteuse aussi de dangers et de problèmes potentiels pour la France et même pour le monde. Mais en tout cas, il y a je dirais une diversité qui apparaît, qui vient contester ce projet qui était de domination globale. Donc ça, je pense que c'est très positif. Après, voilà, on va vers des moments difficiles, mais je pense qu'on est vers une dynamique saine. Et plus vite, ce que j'explique, c'est que plus vite les gens comprendront ce qui est en train de se passer, les enjeux et ce qu'on essaye de détruire, et à l'inverse, ce que ceux qui, comme nous, œuvrent à ce travail de réinformation, essayent de reconstruire et de faire passer, eh bien, plus vite on sortira du moment difficile pour se remettre à reconstruire une civilisation qui est absolument en ruine aujourd'hui.
Donc, si on devait conclure en quelques mots, vous avez espoir pour la suite, Stanislas Berton. Absolument, j'ai un espoir, mais je suis l'espoir qui est celui du chrétien, et je m'appuie sur la parole du Christ qui dit Gardez courage, car vous aurez des tribulations en ce monde, mais moi, je vous aiderai, car j'ai vaincu le monde. Écoutez, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup Stanislas Berton pour cet entretien. Merci aussi pour votre ouvrage. Je rappelle le titre aux auditeurs. Donc c'est un recueil des essais de Stanislas Berton. Ça s'intitule L'homme et la cité. C'est le 4e volume. Donc si vous n'avez pas les premiers, vous avez de quoi rattraper votre retard en vous procurant les autres. C'est aux éditions du Temps retrouvé. Merci beaucoup Stanislas Berton pour cet entretien. Merci pour votre travail de décryptage. Merci aussi pour ces solutions que vous proposez. Ça fait du bien de finir sur des notes positives. Et puis on vous retrouvera très bientôt.